maintenant introduire la conférencière suivante, qui est Madame le professeur Fabienne Fécher. Fabienne Fécher est professeure ordinaire à l'Institut des sciences humaines et sociales de l'Université de Liège. Elle détient une maîtrise en sciences économiques de l'Université catholique de Louvain et un doctorat en sciences économiques obtenu à l'Université de Liège en 1991. Depuis 1996, elle enseigne l'économie politique générale, les politiques sociales et l'économie de la santé. Elle est directrice scientifique de la section belge du CIRIEC, qui est International Center of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy. Elle est éditrice des Annals of Public and Cooperative Economics et elle est membre du comité de lecture de nombreux journaux. Je ne vais pas être plus long dans la présentation parce qu'elle a un curriculum assez étoffé et nous allons entendre avec énormément d'intérêt son exposé qui est intitulé « Les inégalités sociales de santé en Belgique, diagnostic et remède ». Le mot remède m'intéresse énormément. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation, une invitation à intervenir sur un thème très large, celui des inégalités en santé. Alors, vous m'avez laissé assez libre pour choisir l'approche de ce large thème. Et j'ai donc ici décidé de vous faire une présentation assez ciblée sur les trois grands sujets sur lesquels les économistes se penchent quand on parle d'inégalités en santé, qui sont donc les inégalités sociales de santé tout d'abord, pour passer aux inégalités dans la consommation de soins par rapport aux besoins, pour passer ensuite dans une troisième partie un autre problème proche de l'inégalité qui est celui de l'équité dans le financement et associé à ce thème aux effets redistributifs des soins de santé. Pour ces trois thèmes, j'ai choisi quelques données, quelques chiffres, donc d'essayer d'établir un diagnostic et de présenter quelques outils permettant d'établir ces diagnostics pour passer alors dans une dernière partie à quelques remèdes, quelques recommandations de politique économique, de politique publique. Alors, ce PowerPoint est assez chargé, mais on m'a assuré que vous auriez sur le site de la Fondation, bien entendu, de l'Académie, vous auriez la version complète des 60 dias que reprend cette présentation. Je vais donc évidemment passer directement à certains tableaux graphiques, en faire les commentaires, pour que nous puissions tenir, bien évidemment, le temps qui m'est imparti. Donc le premier sujet est celui des inégalités sociales de santé, qui, comme nous l'avons dit, notre collègue nous a rappelé tout à l'heure, montre évidemment que l'état de santé des individus dépend d'éléments génétiques, de biologie humaine, mais dépend également du niveau socio-économique des personnes, les personnes les plus précarisées, souvent en moyenne présentant un moins bon état de santé, ce qui amène ce thème des inégalités sociales de santé. Je vais donc d'abord sur ce point illustrer quelques éléments que vous connaissez sans doute tous au travers de données, d'études qui ont été basées sur l'enquête de santé de l'Institut de santé publique, dans lequel je vais aller donc rechercher les quelques indicateurs d'état de santé. On va les voir dans les tableaux qui suivent, ce sera plus intéressant, les indicateurs socio-économiques, et puis on parlera dans cette première partie également de 2-3 données relatives à la prévention. Alors ici, donc, vous voyez et on confirme qu'il y a des inégalités dans la santé des individus qui sont ici donc classés par quintile de revenus. Donc les 20% premier quintile d'individus les plus précarisés vers le 5e quintile, les 20% d'individus ayant les revenus
disponibles ici les plus élevés. J'ai retenu 3 indicateurs donc, qui sont présentés dans une étude de Marc-Lévier qui montrent, et on va prendre la santé subjective et rester au niveau de la Belgique, puisque je vous ai repris les données par région qui mériteraient aussi tout un exposé pour essayer d'entrer dans ces disparités régionales. Donc si on prend l'indicateur de santé subjective qui est ici dans l'enquête des personnes qui déclarent être en mauvaise santé, on voit évidemment que dans le premier quintile, 30,8% des personnes déclarent un mauvais état de santé subjectif contre seulement 12,9% dans le quintile supérieur. Et ceci se retrouve selon que l'on prend les indicateurs de maladies chroniques, de limitations fonctionnelles et d'autres encore. Donc je vais rester sur ce premier indicateur de santé subjective et on va traiter, je pense, le thème aujourd'hui au niveau de la Belgique dans son ensemble. Alors je précise déjà que ces données sont standardisées, dit-on, par l'âge et le genre, qui signifie donc qu'on ne peut pas dire que dans le premier quintile, davantage de personnes se déclarent en moins bon état de santé pour des raisons d'âge, plus âgées par exemple, puisqu'il y a déjà une standardisation par l'âge, donc on montre ici que ce ne sont pas ces éléments qui peuvent justifier les écarts que l'on observe. Alors si l'on peut donc traiter le problème par niveau de revenu, on peut aussi revenir sur ces indicateurs d'état de santé selon le niveau d'éducation, selon le type de diplôme. Et on retrouve évidemment des choses fort similaires. Ici, c'est l'enquête 2013 où j'ai repris aussi quelques indicateurs qui montrent à nouveau des personnes qui sont dans une situation socio-économique, ici mesurée par le niveau du diplôme, moins bonne, vous le voyez, présentent des indicateurs de mauvais état de santé, à nouveau ici plus important. Donc 38,7% des personnes qui ont un niveau de diplôme donc primaire ou qui n'ont pas de diplôme déclarent être en relativement mauvaise santé contre seulement 13,5% des personnes qui disposent d'un niveau d'éducation du niveau de l'enseignement supérieur. Et donc on retrouve à nouveau ces régularités avec les autres indicateurs d'état de santé. Alors, par rapport à ce que je montrerai par la suite, évidemment, ces effets sont cumulatifs, il faut garder ça à l'esprit, puisque si, pour partie, la précarité socio-économique influence l'état de santé, un mauvais état de santé va lui-même impacter, évidemment, les activités, va avoir des répercussions sur les relations sociales, sur les relations de travail, se traduisant peut-être par de l'absentéisme au travail et amène ce qu'on appelle une mobilité sociale descendante, c'est que la mauvaise santé alors aggrave encore le statut socio-économique, élément évidemment qu'il faut garder à l'esprit quand on parlera des remèdes et des politiques à mettre en place. On lit souvent à cette problématique des niveaux de santé les données relatives à la prévention qui ont sans doute ces préventions. Ici j'ai repris 3 variables, la vaccination contre la grippe et 2 dépistages de cancer qui sont davantage évidemment utilisés par les personnes qui ont un niveau d'éducation supérieur. Vous voyez l'évolution à la hausse, cette fois de ces indicateurs quand on monte dans le niveau d'éducation. Cet élément évidemment de prévention, on y reviendra dans les recommandations de politique économique étant fort important. Alors pour cette première partie relative aux inégalités de santé, donc je voulais quand même vous montrer un document de l'OMS qui n'a peut-être pas la meilleure presse, si j'ai bien compris, mais qui nous permet en tout cas de montrer tous les déterminants qui vont influencer à droite la santé des individus, que je vais reprendre dans les dias qui suivent de manière peut-être plus claire que dans ce diagramme un peu compliqué à lire, mais qui a le mérite de montrer tous les facteurs qui vont influencer l'état de santé des individus. Et surtout, si on regarde les flèches, de montrer justement ces interactions et ces bouclages d'éléments qui amènent parfois un cercle évidemment poussant à la baisse l'état de santé des populations. Alors je vous rassure ici, puisqu'il y a beaucoup de médecins, le système de santé, on le voit, les dépenses de santé ont bien entendu aussi un rôle important sur la santé des individus, mais relativement, qui est peut-être moins de la moitié de l'ensemble des autres facteurs qui vont influencer la santé des individus. On va donc y revenir dans ce qui suit.
Donc, ce qui était présenté là-bas, c'était une série de facteurs matériels. Donc là, je vais aller assez rapidement parce que je pense que non seulement vous connaissez ces éléments, mais qu'ils sont souvent traités non pas par des économistes, mais par des spécialistes, par exemple de la santé du travail, d'accord. Donc on voit que les conditions de travail, les risques d'accident dans certains métiers vont affecter l'état de santé de la population. Parmi ces facteurs matériels, on reprend les conditions de logement, les personnes avec un statut socio-économique faible et qui sont dans des problèmes de logement et d'insalubrité vont être sans doute impactées au niveau de leur santé. L'environnement plus général, qualité de l'air, bruit vont également bien entendu impacter l'état de santé des populations. Au niveau des facteurs psychosociaux, on montre dans les différentes études, y compris dans les rapports évidemment proposés par les chercheurs qui participent à cette enquête de santé belge, on montre que le réseau social est fort important également, et lorsqu'il est mauvais ou faible en tout cas, va lui aussi impacter négativement la santé des populations. On parle aujourd'hui beaucoup d'empowerment, qui est un terme relativement à la mode, qui est donc ce fait d'acquérir, d'avoir un certain pouvoir, y compris donc dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie quotidienne, qui influence, quand il est important, à la hausse la santé des individus. Puis vous avez les facteurs traditionnels, tabagisme, consommation d'alcool, toute une série d'éléments sur lesquels, à nouveau, davantage de médecins que d'économistes se penchent pour en étudier les relations avec l'état de santé des individus. L'accès à l'information est fort important, nous y reviendrons plutôt dans les recommandations de politique économique, information vers les personnes évidemment les plus précarisées en termes de meilleurs comportements à adopter en matière de santé, mais aussi évidemment par rapport aux autres facteurs déterminants que j'ai cités. Et puis j'en reviens, comme pour le graphique, sur les soins de santé qui sont bien évidemment fondamentaux, qui vont donc bien entendu améliorer l'état de santé des populations, mais qui ne permettent pas d'éliminer les inégalités sociales de santé, puisque l'on observe que dans les pays sur lesquels je travaille davantage, les pays de l'OCDE, on montre que ces inégalités sociales de santé subsistent là où l'accessibilité aux soins est la plus large, c'est-à-dire là où il y a gratuité, je dirais, dans l'usage des soins de santé. Alors ce problème est un problème qui donc en Belgique demeure relativement important, nous y reviendrons dans la suite, puisque l'enquête de santé montre qu'il y a une certaine stabilité malheureusement dans ces écarts depuis que l'enquête est menée. Il y a relativement peu d'amélioration aujourd'hui, malgré une série de politiques sur lesquelles nous reviendrons. Alors le deuxième thème sur lequel les économistes, alors là, travaillent peut-être davantage et se retrouvent davantage, c'est celui des inégalités dans la consommation de soins. Donc je vous ai repris chaque fois quelques références que j'utilise pour illustrer ce point. Et donc la question donc, qui se pose ici est la suivante. On a vu tout à l'heure que les personnes les plus précarisées avaient de moins bons états de santé, mais la question est donc de savoir si elles vont consommer en proportion objective de leurs besoins, voir si elles vont éventuellement sous- ou surconsommer certains types de soins. Et ceci renvoie à une notion d'équité horizontale qui dit qu'à situation égale, prestation égale, donc même niveau de santé, en principe, même consommation de soins. Alors nous allons évidemment montrer, comme vous le savez, qu'il y a certaines formes de sous-consommation, en particulier en médecine spécialisée, en mettant l'accent sur les freins, les barrières plutôt de nature financière, mais il faut garder à l'esprit à nouveau que dans des études plus larges, il faut considérer les motifs culturels ou encore géographiques. Alors la Belgique étant assez densément, je dirais, couverte en termes d'offres, je ne pense pas que ce soit un problème qui se pose, mais au niveau, on ne dira pas international, mais mondial, c'est le genre de facteur évidemment qu'il convient également de documenter. Donc ici, l'enquête à nouveau de santé nous donne déjà quelques informations, puis on verra dans un deuxième temps que l'on peut aller au-delà de ces chiffres qui sont déjà fort intéressants, qui montrent donc la consommation de médecine générale, de médecine spécialisée, et puis je verrai l'hospitalisation, les soins dentaires,
des individus classés à nouveau par niveau d'éducation. Et donc, je vous ai repris à nouveau les statistiques par région sur lesquelles je propose que nous n'entrons pas dans les spécificités régionales, mais que nous restions à nouveau sur la Belgique pour essayer d'avancer dans la présentation, qui montre donc qu'en médecine générale, il y a en moyenne 5,7 contacts parmi les individus qui disposent d'un diplôme de l'enseignement primaire mais qui n'ont pas de diplôme, et ce nombre de visites chute à 3,3 pour les personnes qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc les données ici à nouveau sont corrigées par l'âge et par le genre, donc ça ne signifie pas que à nouveau 5,7 visites parce que les personnes sont plus âgées, l'âge a déjà été corrigé. Et comme nous avons montré tout à l'heure que ces personnes étaient aussi celles qui avaient le moins bon état de santé, ceci paraît raisonnable. Mais à voir ces chiffres, on ne peut pas encore dire si c'est exactement ce qui est nécessaire en fonction des besoins objectifs, si c'est un peu trop ou voire légèrement trop peu sur base de ces chiffres, je l'ai dit déjà, fort intéressant. Alors pour la médecine spécialisée, les consultations avec des médecins spécialistes, là on voit pour la Belgique quelque chose de beaucoup plus plat, plus uniforme, on pourrait dire quelque chose d'assez égalitaire, mais cette égalité, plus ou moins 2 visites en moyenne, on se dit directement qu'il y a sans doute déjà là un problème d'inéquité, puisque, on l'a dit, les personnes qui ont le niveau d'éducation le plus faible sont plus malades, ont un moins bon état de santé, et donc ceci nous montre évidemment déjà, sur base de ces seuls chiffres, qu'il y a sans doute une légère sous-consommation de ces personnes les plus précarisées. Alors j'ai repris quand même pour info les données relatives aux soins dentaires qui sont en général toujours mis en évidence parce que là on note généralement, mis à part pour la région flamande, mais pour la Belgique, pour la région wallonne en particulier, une très nette sous-consommation, en tout cas une consommation relativement faible de soins dentaires pour les personnes qui ont ce niveau d'éducation le plus faible. Par contre, pour l'hospitalisation, on voit quelque chose à nouveau d'assez constant, d'assez stable, d'assez égalitaire, je dirais, pour les 3 premières catégories, avec un recours relativement plus faible pour les personnes qui ont un niveau d'enseignement supérieur. La question étant toujours, est-ce que cela coïncide avec les besoins objectifs de ces personnes ? Alors je l'ai dit, avant de passer donc aux résultats qui sont un peu plus pointus par rapport à ce problème, nous allons mettre en avant essentiellement quand il y a une sous-consommation les freins financiers, mais si on a vu qu'il y avait d'autres freins, et l'enquête de santé nous montre là de manière assez évidente qu'il y a encore en Belgique aujourd'hui des raisons financières qui justifient pour partie cette sous-consommation en tout cas de certains types de soins, ou en tout cas mis en évidence par les répondants à l'enquête, puisque l'on voit qu'on est à 16-17% de personnes qui reportent des soins pour des raisons financières, que l'on prenne le niveau de diplôme ou le classement par quintile de revenus. Les 20% de personnes les plus pauvres déclarent en moyenne 17,6% de report de soins de santé. Donc là, on voit que cet élément reste relativement important. Alors j'ai quand même remis ceci dans un contexte international, puisque même si on voit qu'il y a une série de soucis et qu'il y a des améliorations possibles dans notre système belge de santé, nous avons quand même un système qui reste au niveau mondial, mais si l'on compare même les pays à niveau de revenus élevé, nous avons un système de santé qui est d'une grande qualité et qui vous savez, les économistes travaillent sur ce problème d'égalité, d'équité et sur celui d'efficacité. Je pense que notre système, il faut quand même le reconnaître, est à la fois efficace, même s'il y a des points d'amélioration, relativement équitable et en tout cas d'une grande qualité. Donc vous voyez la Belgique là tout au-dessus, avec donc ces données de l'OCDE, où au travers d'une autre enquête, on demande aux personnes, aux échantillons de ménages de déclarer leurs besoins insatisfaits pour différentes raisons. Ici, vous avez les raisons financières sur lesquelles j'insiste. Le temps d'attente, ça c'est plus pour les systèmes nationaux de santé comme l'Angleterre, par une régulation de l'offre qui est telle qu'effectivement il peut y avoir des reports pour ces raisons, ou pour des raisons donc, de mobilité de transport, donc finalement de densité de l'offre. Et donc la Belgique est là au-dessus, relativement bien classée, et autant la comparer avec des pays comparables, prenons la France peut-être, ou l'Allemagne.
Donc on voit que nous sommes relativement bien situés et que les freins sont uniquement de nature financière. Bon, on n'a pas de régulation vraiment par l'offre en Belgique, donc le temps d'attente, ce n'est pas un élément déterminant, ni les éléments donc, géographiques, ce ne sont que les éléments financiers. Alors je vous rassure, faites attention, le premier quintile ici, ce sont les revenus les plus élevés, contrairement au tableau précédent. Donc ici, le quintile 1, ce sont les revenus les plus élevés, 20% de personnes qui ont les revenus les plus élevés, quintile 5, ce sont les revenus les plus faibles. Et donc on trouve là des chiffres de toute façon plus rassurants que ceux de l'enquête de santé, et au niveau international, un résultat pour la Belgique qui est encourageant, et donc ça je voulais tout de suite insister sur ce point. Alors donc j'ai dit on peut aller dans certaines études un pas plus loin en comparant donc la consommation effective déclarée dans ces enquêtes par rapport aux besoins objectifs que les économistes qui travaillent sur ce sujet vont réestimer sur base comme dans l'enquête de santé par rapport à l'âge et au genre, mais qui vont ajouter tous les indicateurs de santé pour essayer de calculer, d'estimer en tout cas les soins de santé auxquels auraient dû recourir les différentes personnes. Et là, on va dans des... lorsqu'il y a iniquité en la matière, on va dans des différences qui sont donc considérées comme évitables, relativement injustes. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette théorie sur la justice sociale, mais qui en tout cas nécessitent sans doute à nouveau des actions pour remédier à ces problèmes. Et donc, pour étudier ce genre de choses, donc on a une série de graphiques qui, je vous rassure, se soldent par un indicateur, un chiffre unique qui permet d'évaluer cette iniquité éventuelle dans la consommation de certains types de soins. Où vous avez donc sur ce graphe, sur l'axe des abscisses, les individus qui sont classés des plus pauvres vers les plus riches, je dirais. En ordonnée, vous avez la consommation de soins et ces soins. Donc il y a deux courbes de distribution de ces soins dans la population. Celle du dessus, c'est la courbe de traitement objectif, donc ce que les gens ont vraiment plutôt consommé, donc déclaré avoir consommé. Et la courbe en dessous de besoins, c'est celle qui est recalculée en fonction de l'état de santé réel des individus, de leur âge, de leur genre évidemment. Et l'idée est de comparer ces deux courbes l'une par rapport à l'autre et en conséquence de voir s'il y a sous-consommation ou une consommation proportionnelle aux besoins, ce qui serait évidemment l'idéal, au travers des différentes catégories d'individus là classées par niveau de revenu. Alors le graphique qui est là, avec la courbe de traitement qui est au-dessus de la courbe de besoin, nous dit quoi? Alors imaginons que 20% de la population les plus pauvres sont ici, donc 20% d'individus les plus pauvres, quelque part là, vont avoir donc concentré 35%, mettons ici, des traitements, mais leurs besoins indiquaient plutôt la consommation de 25%, d'accord? Donc là, les 20% de plus pauvres, c'est dans une situation où ils consomment réellement davantage de soins que les besoins objectifs qui ont été ainsi recalculés. Donc dans ce cas-là, évidemment, on est dans une situation inéquitable, dit-on, où il y a une légère, en tout cas, surconsommation des personnes qui ont les niveaux de revenus les plus faibles. Dans ce cas-là, vu la construction des courbes, vous comprendrez que cela signifie aussi que les 20% ici d'individus les plus riches, là à droite, vont sous-consommer légèrement les soins de santé par rapport à leurs besoins. Donc si on regarde les deux courbes, donc les 20% d'individus les plus riches vont consommer ici quelque part sur la courbe LT 3-4% des traitements, effectivement, mais leurs besoins indiqueraient qu'ils consomment au-delà 5-6% des traitements. Donc là on est dans une situation de légère sous-consommation des personnes les plus précarisées, surconsommation et légère sous-consommation des personnes les plus riches. Alors sur base de ces courbes, il est possible, en calculant des indicateurs statistiques, et M. Albert pourrait mieux expliquer ça que moi, nous permettrait donc de calculer des indicateurs d'iniquité qui, avec un chiffre unique, vous donnent un diagnostic de ces éventuels problèmes. Donc dans les dias, là, je vous ai repris une définition de chacune des courbes et de chacun des concepts que je viens d'essayer rapidement d'illustrer, et je propose que nous passions à ces indicateurs
d'iniquité horizontale HI qui peuvent donc être calculées à partir des données sur base de ce raisonnement. Ces indicateurs sont positifs, négatifs ou nuls, témoignant donc dans le premier cas d'une iniquité en faveur des mieux nantis. Donc là, c'est la situation où les personnes les plus riches surconsomment légèrement les soins de santé. HI négatif, ce sont les personnes les plus précarisées qui surconsomment légèrement les soins de santé. Et HI égale 0, ça c'est ce que j'ai dit, c'est proportionnel. Les personnes consomment, quel que soit leur niveau de revenu, des soins en fonction de leurs besoins objectifs. Alors là, j'ai deux tableaux de résultats d'une étude qui remonte à quelques années. Je vais juste me concentrer à ce niveau-ci. On pourra revenir dans les questions sur le recours, la probabilité de recours aux soins. Ici, je vois la consommation, l'intensité de la consommation. Sur ces données, vous voyez la Belgique en 3e position par rapport aux autres pays, montre que pour... Alors, je reviens à mon tableau. Donc voilà le pointeur. Donc montre pour la Belgique qu'en ce qui concerne la médecine générale, on trouve un indicateur HI dont je vous parlais négatif. Donc négatif, ça voulait dire effectivement qu'il y a là une légère surconsommation de soins de médecine générale pour les personnes les plus précarisées. Par contre, pour la médecine spécialisée, confirmation ici, il y a un indicateur HI positif qui témoigne donc d'une légère surconsommation de soins de médecine spécialisée par les personnes les plus aisées, je dirais, qui sont dans les catégories de revenus les plus hautes. Alors, certaines études montrent qu'au niveau de la médecine générale, on a plutôt adéquation. Selon les types d'enquêtes utilisées, selon les années, on a des données des résultats en tout cas qui changent légèrement. J'avais repris les résultats d'une étude qui était un peu plus ancienne, HI pour la Belgique, qui montrait que le souci ne concernait que la médecine spécialisée. Ici, donc le problème ne concernait que la médecine spécialisée. Pour la médecine générale et pour l'hospitalisation, le recours à l'hospitalisation, on était avec des indicateurs proches de 0 qui disaient qu'il y avait une consommation tout à fait proportionnelle aux besoins objectifs des individus. Donc des résultats à prendre avec prudence, et en tout cas par rapport aux recommandations de politique publique et à des choix politiques comme l'instauration du tiers payant pour les personnes bénéficiaires d'interventions majorées, dont on peut reparler dans la suite, ce sont des choses qui mériteraient sans doute d'être répliquées sur les données les plus récentes. Alors le troisième sujet sur lequel les économistes donc, travaillent est ensuite évidemment celui de l'équité dans le financement, qui est directement lié. On peut difficilement aborder un thème sans se documenter en tout cas sur les autres, puisque ces éléments sont intimement liés. L'équité dans le financement, qui donc renvoie ici à une autre notion d'équité, qui est l'équité verticale cette fois. Donc tout à l'heure j'ai parlé d'équité horizontale, ici on parle d'équité verticale. Donc la question est de savoir si le financement donc, est prélevé de façon équitable. L'équité verticale signifiant ici que les personnes qui disposent des niveaux de revenus les plus élevés contribuent davantage que les plus modestes, ce qui correspond, vous le savez, à ce qu'on appelle des financements progressifs par rapport à des financements de nature régressive, où les personnes les plus pauvres contribuent alors plus que proportionnellement par rapport aux revenus, les personnes qui ont les revenus les plus élevés. L'idée de ces financements progressifs et de cette équité verticale est évidemment d'essayer de réduire les écarts de niveau de vie, ce qu'on appelle les écarts dans les revenus disponibles, sur lesquels je reviendrai peut-être dans le point suivant. Donc c'est la première question relative à cette partie 3 de l'exposé. La deuxième question, je l'ai dit, c'est ensuite de voir, toujours dans une logique redistributive, l'impact des dépenses de santé financées par l'État sur la distribution des revenus dans la population. Alors sur ce problème de financement, je pense que je peux aussi aller assez rapidement. Je ne dois pas vous rappeler qu'il y a une part de financement public et privé. Le financement public en Belgique étant plus ou moins 75% du total des dépenses. Donc si on reprend ici
La Belgique, ce sont des données qui remontent déjà à quelques années ici. Alors je cherchais la Belgique qui est... je ne la vois plus ici, voilà. Donc, je vais peut-être prendre le précédent, excusez-moi, on verra mieux en pourcentage. La Belgique ici, donc avec des dépenses totales de santé qui tournent autour des 11%. Vous voyez que le bâtonnet, la partie en bleu foncé, représente la part qui est financée par l'État, c'est le financement public qui est donc effectivement plus ou moins 3/4, d'accord, du total des dépenses. Et les autres données que j'ai reprises, c'est pour à nouveau, puisqu'il y a des membres internationaux ici, vous rappelez que dans ce financement public en Belgique, évidemment, qui est ici alors, on retrouve essentiellement un financement basé sur les cotisations de sécurité sociale, le reste venant d'autres sources fiscales. Alors, pour chacun donc, de ces modes de financement, il est possible, à nouveau, d'en calculer le caractère progressif ou régressif sur base de figures qui ressemblent à la précédente, qui sont des courbes de distribution. Ici, pardon, décidément, voilà, des courbes de distribution de revenus dans la population, partant toujours des personnes les plus pauvres vers les personnes les plus riches, et la distribution de leur participation, je dirais, au financement des soins de santé, qui sont repris ici en ordonnée, 100% des revenus des individus, 100% de leur participation au financement des soins de santé. Ceci s'étudie évidemment mode de financement par mode de financement, puisqu'ils ont chacun leur caractère progressif ou régressif. Ici, le dessin, le schéma qui est repris correspond, alors on regarde, 20% d'individus les plus pauvres disposent de 10% des revenus totaux, sur 100%, mais ne financent ou ne participent au financement des soins de santé que pour 3%, par exemple. Donc là, on est dans une situation où les personnes les plus précarisées participent au financement des soins de santé de manière moins que proportionnelle à leurs revenus. Et évidemment, ceci correspond à un système de financement progressif. À nouveau, alors quand j'interroge sur ce genre de graphique au niveau de mes étudiants, je ne leur demande jamais ce qui se passe au niveau des 20% de plus pauvres, c'est trop facile à lire, mais des 20% de plus riches. On lit évidemment le graphique en sens inverse pour montrer que là, les 20% de plus riches dans ce système progressif disposent de 35% des revenus, les 20% de plus riches, mais participent au financement des soins de santé, ici sans doute pour 45%, ce qui confirme bien que nous sommes dans un système ici de financement qui est progressif. Et donc, à partir de ce genre d'outils, les économistes calculent, à partir donc de ces différentes courbes, à nouveau des indices qui, en un chiffre unique, vous disent si on est dans un système de financement progressif ou régressif, à partir d'indices qui s'appellent ici des indices de Kakwani, qui sont nuls, positifs ou négatifs. Alors, négatif, c'est quand il s'agit ici d'un financement régressif, positif, le financement est progressif, et là, on est dans un financement proportionnel. Donc, on finance en proportion des revenus dont on dispose. Des résultats d'une étude relativement ancienne, et puis je vais actualiser avec quelques infos pour la Belgique, donc a fait l'exercice. Alors là, ne cherchez pas la Belgique n'est pas reprise, mais l'enseignement était intéressant puisque au niveau mondial, et quelles que soient les années visitées, on voit le caractère progressif ou régressif des différentes sources de financement des soins de santé. Donc ici, nous avons d'abord les financements publics. Donc dans les taxes directes, style IPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est en lui-même progressif, évidemment, quand ce type de financement est utilisé pour financer les soins de santé, on trouve des indicateurs de Kakwani positifs, c'est bien évidemment un système de financement progressif. Les taxes indirectes, style TVA, AXIS, qui sont aujourd'hui utilisées pour partie pour financer nos soins de santé, ces taxes ont un caractère, vous le savez, régressif, partout l'indicateur est négatif. Les cotisations sociales, les cotisations de sécurité sociale, en général, selon leur organisation qui relève évidemment de chaque pays, soit elles sont assez proportionnelles,
mais ici majoritairement elles sont légèrement progressives, ces taux de cotisation sociale ayant quand même en général au moins 2 à 3 niveaux. Cette progressivité s'arrêtant relativement vite, mais on peut quand même voir un caractère légèrement progressif aux cotisations de sécurité sociale. Alors les sources privées qui complètent le financement de la santé, les assurances privées et les paiements directs qui donc, sont les tickets modérateurs, les parts à charge ou les suppléments. Alors prenons tout d'abord les paiements directs sont systématiquement régressifs, hein, on le sait, un caractère fortement régressif. Et les assurances privées, en fonction de leur usage dans les différents systèmes de santé et en fonction évidemment de leur organisation, peuvent avoir un caractère relativement proportionnel, parfois progressif et parfois légèrement régressif, en particulier ici, comme on le voit aux États-Unis. Alors sur base de ce genre d'études, évidemment, les auteurs pondèrent ces indicateurs pour obtenir un indicateur unique en fonction de l'importance, évidemment, des systèmes, des différents modes de financement pour, au final, dire si le système de financement est plutôt de nature progressive ou régressive. Alors là, je vais juste, donc, avant de passer à 2-3 infos sur la Belgique, pointer les États-Unis et l'Angleterre, hein, puisque ce sont les deux pays qui sont en général utilisés pour montrer le système le plus privatisé, et puis le système anglais qui est le plus encore aujourd'hui, je dirais, public en termes de financement, même si ces pays, vous le savez, convergent avec davantage de financement public aux États-Unis et davantage de financement privé en Angleterre. Et vous voyez évidemment que les chiffres au niveau global montrent un système de financement régressif aux États-Unis et un financement plutôt progressif en Angleterre, même si, comme je l'ai dit, ces modes de financement évoluent. Alors pour la Belgique, donc 2-3 chiffres qui viennent donc de l'étude du KCE 2012 sur l'efficacité des systèmes, la performance du système de santé belge, montrent quand même que depuis 2006-2011, donc je reprends leurs chiffres qui sont cités par une étude toute récente sur le sujet de Schockart et de Van de Voorde, on voit ici donc que les entrées proportionnelles, donc c'est nos cotisations sociales hein, en Belgique, sur 100% du financement public, 100% du financement public, cette part de cotisation sociale chute. Par contre, ce sont des entrées régressives, donc ce sont les différentes formes de fiscalité indirecte qui sont utilisées pour compléter le financement des soins de santé qui, elles, augmentent. Je ne ferai pas d'autres commentaires à ce niveau, mais on peut bien entendu en rediscuter dans la suite. Alors pour terminer ceci au niveau des chiffres, je vous ai dit que les économistes s'intéressent au pouvoir redistributif des impôts, des taxes, mais on peut aller au-delà en passant d'une notion de revenu disponible à une notion de revenu disponible ajustée, gonflée, en l'occurrence ici, par les dépenses publiques de santé. Alors le revenu disponible, vous le savez, ce sont ces revenus, donc vous avez les revenus primaires, avant impôt et avant transfert public monétaire. Donc le revenu disponible, vous avez payé vos impôts, vos cotisations sociales, vous avez reçu certains transferts monétaires, les allocations familiales. Pour ceux qui sont retraités, vous avez reçu une retraite et donc vous avez ce montant qui donc a deux usages, hein, comme les économistes l'expliquent, consommation et épargne. Et voici une distribution assez récente de ce revenu disponible pour la Belgique entre nos 5 quintiles. Donc 8,8% de ce revenu disponible sont concentrés dans le premier quintile, 35,2% de ce revenu disponible dans le 5e quintile. Donc ceci, ce sont des revenus, je ne parle pas de patrimoine, hein, donc ce sont des flux de revenus. Et les économistes, comme dans la comptabilité nationale, développent ce concept pour rendre justement mieux compte du bien-être des individus en gonflant ce revenu disponible de ce qu'on appelle les transferts, non plus monétaires, mais les transferts en nature. Alors ces transferts en nature, ici je n'ai repris que les dépenses publiques de santé, mais on ajoute évidemment à cela, dans les comptes nationaux par exemple, les dépenses publiques d'éducation, d'accord, donc c'est au-delà, on ajoute le logement public, par exemple, le logement social qui est financé par les pouvoirs publics pour avoir un meilleur indicateur de niveau de vie des individus.
Et donc ici j'ai repris les chiffres d'une étude qui montre comment lorsqu'on gonfle le revenu disponible des dépenses que vous avez évidemment sans doute peut-être malheureusement dû avoir en matière de santé, mais qui sont financées ici par les pouvoirs publics, d'accord, on voit comment ce revenu disponible gonflé se redistribue entre les individus et on voit donc une amélioration de la distribution des revenus sur base de ces indicateurs de revenus disponibles ajustés, donc gonflés. Donc un peu plus pour les premiers quintiles et donc évidemment un peu moins pour le dernier quintile, les derniers quintiles de revenus. Vous avez toute une série d'indicateurs, vous savez, d'indices qui s'appellent des indices d'inégalité, de Gini, des indicateurs de pauvreté, taux de pauvreté ou taux de risque de pauvreté, qui tous évidemment s'améliorent lorsque l'on compare évidemment les deux distributions. Je reprendrai peut-être un indicateur dont on parle beaucoup dans les politiques de lutte contre la pauvreté. 15% de personnes en risque de pauvreté sur base du revenu disponible et 11% seulement. Bon, c'est peut-être encore de trop, mais en tout cas une amélioration lorsque l'on calcule ce taux de risque de pauvreté sur ce concept de revenu élargi. Alors d'autres données sur le point. Alors dernière partie, rapidement, même si ce sont peut-être les choses qui interpellent aujourd'hui le plus, c'est quelques recommandations, quelques remèdes de politique économique sur lesquels j'ai eu l'occasion pour partie de travailler avec M. Goldman dans une réflexion en tout cas pour la région wallonne. Alors on a vu tous les déterminants, donc là ici j'ai classé les remèdes, en tout cas en deux thèmes, essayer de répondre aux inégalités sociales de santé et puis réfléchir à l'amélioration dans la consommation de soins. Donc ici au niveau des inégalités sociales tout d'abord. Bien évidemment, vu le graphique que je vous ai présenté tout à l'heure et la multitude de déterminants, on ne peut évidemment ici plaider, comme vous le savez, que pour des politiques transversales intégrées, qui concernent les différents secteurs et donc les différents déterminants de la santé. Donc ceci renvoie à toutes les politiques de lutte contre la pauvreté. Vous savez qu'aujourd'hui, en particulier, c'est la pauvreté infantile qui est visée, puisqu'on s'aperçoit, je reviens en matière de santé, évidemment à nouveau à la reproduction de modèles et donc la nécessité de prendre en charge les individus dès le plus jeune âge. Ça renvoie à l'accès à l'éducation, aux politiques relatives au marché du travail, au logement, à l'environnement. Donc sur ces thèmes, les économistes, que font-ils? C'est à certains moments évaluer, faire des études de type coût-bénéfice de ces différentes politiques, de ces différentes actions à un niveau vraiment plus concret pour revoir l'impact de ceci, de ces politiques sur les indicateurs d'état de santé. Mais évidemment, le dire est une chose, le faire est autre chose, d'avoir une vision intégrée de ces différentes politiques qui se renforcent évidemment mutuellement. L'autre point, c'est de garder à l'esprit, bien évidemment, alors là je ne sais pas où je suis allée, voilà, c'est d'avoir à l'esprit que l'État, les pouvoirs publics sont compétents et vont agir, mais que pour des problèmes de cette nature, il faut des actions également coordonnées et des partenariats avec toutes les associations de terrain, on le sait, avec les mutualités et leurs réseaux, puisqu'il y a une série là de problématiques qui peuvent se réfléchir au niveau mondial, mais qui sont à un moment donné éminemment locales et qui nécessitent aussi des diagnostics et des remèdes qui se font très près des populations en fonction aussi de disparités que l'on peut observer au niveau d'un territoire relativement petit comme celui de la Belgique. Donc à l'heure où on questionne le rôle des mutualités, on voit que là, il y a tout un champ d'action qui est sans doute à renforcer. Alors toutes les études, recommandations des mutuelles, des différentes parties prenantes, évidemment, souligne toujours et au niveau mondial également l'importance de renforcer la première ligne et je pense qu'une série de décisions de notre gouvernement fédéral et puis des ministres des différentes régions, communautés en charge de ces matières vont, je pense, dans ce sens, d'essayer de donner davantage de place à la médecine générale, à la première ligne en tout cas, pour venir au plus proche possible de ces personnes qui ont les
plus de difficultés en matière de santé. On rappelle évidemment que les pratiques de groupe, surtout lorsqu'elles sont relativement larges et peuvent intégrer par exemple, pour partie du moins du personnel, des assistants sociaux, ces pratiques de groupe aussi en médecine générale semblent au niveau de la littérature avoir de bons résultats pour lutter contre ces inégalités de santé. Bien évidemment, pour ce faire, bon, toute la politique de prévention doit être renforcée. Bon, je ne vais pas être longue sur le sujet, vous le savez. Mais il faut aussi, bien évidemment, renforcer la formation. Alors ici, c'est peut-être comme universitaire que je me permets de rappeler que cette formation, que ce soit la formation initiale ou continuée des dispensateurs, est importante. La formation aux inégalités sociales, à la communication envers ces personnes plus précarisées. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans les cursus de médecine ou de formation de nos personnels soignants, ces matières soient particulièrement mises en avant. Or, cela, évidemment, c'est une condition importante. Évidemment, pour monitorer tout cela, on le comprend. Ah bon, d'accord. Alors voilà, vous m'entendez mieux. Enfin, vous m'entendiez quand même toujours, rassurez-moi. Donc, on suggère évidemment aussi de renforcer les données, les observatoires qui permettent d'identifier ces problèmes et surtout de les monitorer, de pouvoir mesurer l'impact des différentes politiques, les résultats de ces politiques. Et pour ce faire, je pense qu'il faut des lieux d'échange de données, d'analyse qui sont encouragés évidemment. Je passe maintenant très rapidement aux remèdes, propositions pour l'accès aux soins de santé. Vous le savez, des mesures sont prises dans ce sens. Donc ici, je rappelle une série de recommandations qui sont suivies de plus en plus d'effets. C'est l'octroi évidemment le plus automatique de tous ces statuts préférentiels. Et vous le savez, dans les personnes les plus précarisées, beaucoup ne sollicitent pas ces statuts par manque d'informations, par manque de connaissances, par lourdeur administrative des procédures. Donc d'essayer d'automatiser cet octroi est toujours évidemment fortement recommandé. La problématique du tiers payant, on en parle, je pense, beaucoup aujourd'hui. Le tiers payant, alors voilà, à partir du 1er juillet, si j'ai bien compris, il va être instauré, en tout cas en médecine générale et pour les personnes bénéficiant de ce statut de bénéficiaire d'intervention majorée, sur lequel on peut discuter longuement, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a une légère surconsommation. Enfin, certaines études montrent qu'il peut y avoir une légère surconsommation de médecine générale parmi les personnes les plus précarisées. Donc l'idée est quand même de réguler aussi cette consommation, bien évidemment. Alors en général, deux possibilités, soit on joue sur la demande, sur les prix du côté des patients, soit on joue sur l'offre. Donc la plupart des recommandations au niveau international qui plaident pour cet, je dirais, accès le moins onéreux, voire la gratuité complète, dit aussi, attention, il faut alors réguler l'offre et contrôler, de différentes façons, on peut en discuter par la suite, pour éviter des poches de surconsommation qui ne seraient pas, en termes d'efficacité de gestion des ressources rares, évidemment souhaitables. Au-delà de cela, une façon justement, je disais, de monitorer cette offre, c'est étendre, généraliser l'instrument du DMG. Et puis au-delà de la médecine générale et spécialisée que j'ai vue en ambulatoire, bien entendu, c'est revoir les financements des hôpitaux, mais je pense aussi qu'il y a une réflexion dans ce sens pour adapter celui-ci aux patientèles défavorisées, éviter les suppléments. C'est un accès aux médicaments génériques ou en tout cas toutes les possibilités d'offrir des médicaments à un prix le plus abordable. Et je pense peut-être ici, voilà, revenir tout simplement pour vous permettre de poser quelques questions pour le temps qui reste, toujours d'améliorer dans cet esprit de contrôler l'offre, d'améliorer toutes ces collectes d'informations, ces partages d'informations via le réseau de santé wallon pour la Wallonie, le système CareNet par exemple.
Et finalement, renforcer peut-être aussi le KCE qui rend des études à certains moments, on le sait, sur les meilleures pratiques pour la prise en charge de ce certain nombre de pathologies, mais qui pourrait au-delà, offrir aussi une série d'informations accessibles alors, vulgarisées pour les patients. Et donc là, il y a peut-être aussi une possibilité de renforcer son rôle en allant au-delà peut-être des études types de meilleures pratiques qui sont souvent aujourd'hui présentées. Voilà, j'arrête là ma présentation, en ayant dépassé sans doute un peu le temps qui m'était imparti, je m'en excuse. Et je vais vous laisser alors des questions en vous remerciant de votre attention. Non, merci, Mme Péchère. Première question, M. Goldman. Je voudrais d'abord souligner l'importance de ce travail qui, je pense, disons, va guider ou guide déjà d'ailleurs les décisions de ceux qui ont en charge la gestion de notre système de santé. Ceci dit, pour moi, il y a un facteur d'inégalité essentiel qui augmente dans notre société aujourd'hui, c'est l'accès aux traitements qui aujourd'hui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Je pense d'autres dans l'Assemblée pourraient vous donner des exemples, en particulier dans le domaine du cancer. Aujourd'hui, il y a des études de phase 3 bien conduites qui montrent l'efficacité indubitable de médicaments que l'on ne peut pas obtenir en Belgique. Et je pense qu'il serait vraiment intéressant de faire le même genre d'études et de voir effectivement qui, dans notre pays, arrive à avoir accès à ces traitements de différentes manières, parce que là, je pense qu'on va avoir une inégalité majeure pour le traitement de maladies qui, comme vous savez, le cancer est un exemple, il y en a d'autres, sont terribles. Ben, sur ce point, je ne peux qu'appuyer la remarque de M. Goldman, effectivement. Ces évolutions qu'on ne peut qu'être heureux qui sont là, risquent effectivement par leur coût, en tout cas dans un premier temps, dans les premières phases de diffusion de ces nouveaux traitements, ces nouvelles molécules, etc., créer encore davantage d'inégalités dans leur accès. Ça, je pense que ces bienfaits de l'évolution dans la recherche et des nouveaux traitements, comme vous l'avez dit, vont aussi, dans une première phase en tout cas, sans doute, créer des inégalités. Et donc oui, je suis tout à fait d'accord pour que des études prennent en charge et au niveau peut-être aussi de recommandations politiques, mettre là-dessus l'accent pour qu'on ne néglige pas, loin de là, ces évolutions. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Madame, je vous remercie d'abord pour la clarté de votre exposé. Étant médecin généraliste, je suis un peu étonné par le paradoxe de cette médecine générale. En principe, elle est facile d'accès, elle est peu coûteuse, surtout avec les nouvelles dispositions dont je me réjouis, et néanmoins, on se rend compte que ce sont les milieux les plus défavorisés qui n'y font pas appel. En premier, d'une part. D'autre part, je me dis aussi que dans votre exposé, dans vos statistiques, là, l'accès à la médecine spécialisée, évidemment, est important dans tous les milieux. Mais je me demande aussi si pas mal de gens ne vont pas chez le médecin généraliste, mais se dirigent directement vers les services hospitaliers, vers les services de garde. Et alors que dans nos statistiques, on dit, disons, on s'adresse aux médecins spécialistes alors qu'on s'adresse plutôt à l'hôpital. Alors, je me demande aussi si il ne faudrait pas un petit peu changer au point de vue réputation la médecine générale, parce que je me bats depuis toujours entre la différence entre la médecine générale et la médecine spécialisée. Et beaucoup de copains m'ont demandé au début, toi, pourquoi tu fais la médecine générale, pourquoi tu n'es pas à l'hôpital? Bon, j'ai l'impression que cette espèce de distinction persiste encore toujours, et je me rends compte que pas mal de gens se disent que la médecine spécialisée va résoudre tous leurs problèmes, tandis que le petit médecin qui prescrit des certificats médicaux n'est peut-être pas très intéressant. Alors je me demande si, dans le domaine de l'éducation générale, et
de l'éducation sociale, il ne serait pas important de promouvoir cette médecine générale au point de vue, disons, au point de vue académique, pas seulement au point de vue, disons, petit papier des mutuelles ou des choses comme ça. Enfin, c'était le problème de la médecine générale que je voulais vous exposer. Peut-être une question qui va renforcer celle-ci. Oui, en fait, le problème de l'image du médecin généraliste doit aussi progresser au sein même de la profession. Et une réforme récente, du moins l'ULB, rend obligatoire pour tous les étudiants un stage en premier master, je crois maintenant, puisque ça va changer de 7 sur 6 ans. Et donc tous les étudiants vont avoir un stage d'1 mois obligatoire chez un maître de stage généraliste. Et pour ma part, quand j'ai eu l'occasion d'accueillir des stagiaires qui devenaient plus tard radiologues, intégristes, etc., mais qui ne le savaient pas encore à l'époque, ils m'ont dit, eh bien, on ne connaissait pas ce métier, nos professeurs ne nous ont pas dit que vous aviez autant de euros. Alors sur cette question de la place de la médecine générale, je pense qu'il y a effectivement ici plusieurs collègues de faculté de médecine, de doyens de faculté de médecine, d'anciens doyens de faculté de médecine qui peuvent peut-être mieux répondre que moi sur, je pense quand même, venant d'une autre faculté, aujourd'hui une place plus large qui est donnée, je pense, à la spécialisation en médecine générale. En tout cas, à l'Université de Liège, je pense qu'il y a quand même eu quelques avancées en la matière. Ce qui n'est peut-être pas encore aujourd'hui suffisant, compte tenu du rôle, on le voit, fort important de ce premier rang. Alors ça, c'est pour les études. On a dit que les médecins devaient sans doute être formés à ces matières, à la communication avec le patient, parce que quand on est médecin généraliste, il faut alors pouvoir aussi, comme on l'a dit, venir en soutien de ces personnes les plus précarisées. Mais au niveau de la communication vis-à-vis des bénéficiaires, vis-à-vis des patients potentiels, que ce soit au travers des organismes assureurs, d'autres associations ou par des campagnes de sensibilisation, c'est clair qu'il y a sans doute encore du travail à faire pour ne pas restreindre l'accès, puisque comme vous le dites, pour certains encore l'accès est difficile et qui se retrouvent alors dans les services d'urgence des hôpitaux. Donc ça, malgré une certaine gratuité, il peut toujours y avoir un frein relationnel, culturel, qui va faire que ces personnes ne s'adresseront pas naturellement auprès de leur médecin généraliste. Et donc là, on le voit qu'il y a des actions en termes de communication. Mais là aussi, je ne suis pas spécialiste de la communication. Et cette communication, on le voit, doit être ciblée, non stigmatisante, pour vraiment porter ses fruits. Donc on le voit en termes de réflexion des intervenants, il y a aussi une réflexion sur le type de communication pour atteindre la cible et ce que vous souhaiteriez, ce que tout le monde souhaite, je pense aussi ici. Il reste encore la possibilité d'une dernière question, si vous croisez moi, si vous voulez le micro. C'est vous. Très bref, au point de vue des inégalités sociales, pensez-vous que dans les 50 dernières années, ça se soit dégradé ou amélioré? Seconde question, si je me projette à 10 ans de distance en francophonie belge, pensez-vous qu'il y aura encore des médecins ou la moitié du nombre de médecins qui existent aujourd'hui? Une question à discuter. Qui dépasse sans doute le temps qui nous reste. Alors, donc, quand je disais qu'il y a peu d'évolution dans ces inégalités sociales de santé, c'est ce que l'on observe depuis que l'enquête de santé par interview de l'Institut de santé publique sont menées, donc depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, on voit quelque chose malheureusement d'assez stable, donc malgré une série de politiques d'action, une certaine stabilité dans ces inégalités malheureusement. Maintenant, si on se rapporte sur une beaucoup plus longue période, avec les différents éléments de niveau de vie de manière générale, de développement économique, de développement social, je
pense quand même qu'on est allé dans une certaine réduction des inégalités sociales de manière générale, de santé en particulier. Donc il subsiste des inégalités, mais comme je l'ai montré au niveau international, nous restons en Belgique en particulier dans un système économique, dans une économie avec un État-providence relativement généreux et un développement économique qui fait qu'évidemment, et heureusement, sur 50 ans, les choses se sont améliorées. Ici, on voit ce qui pourrait encore ou qui devrait encore être amélioré. Et votre troisième point concernant l'offre médicale, alors là, je n'ai pas participé aux commissions de planification de l'offre qui, depuis 20-25 ans, je pense, se penchent sur le sujet. Je n'ai pas été associée à ces travaux. Bon, là, clairement, je pense qu'on vient de sortir de nouveaux chiffres. Il y a des nouvelles données qui viennent de sortir pour essayer de réaffecter de la manière la plus efficace, je dirais ici, les ressources rares, en tout cas pour certains métiers, dont la médecine générale, vers les besoins objectifs ici de la population en matière de santé au niveau global. Voilà, Monsieur le Président. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre lecture.